Bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Populaire et je suis avec François Coq pour notre émission qui devient de plus en plus populaire de la lumière au bout du tunnel parce qu'il y a beaucoup à décrypter. Et comme le monde devient compliqué, eh bien, une fois n'est pas coutume, on a trouvé que Kaja Kallas avait une bonne idée et donc on a décidé avec... C'est la meilleure idée qu'elle ait jamais eue. C'est la meilleure idée qu'elle ait jamais eue. Alors, Kaja Kallas nous a dit, je lis, l'état du monde est tellement terrible qu'il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de commencer à boire. Donc, Kaja Kallas, tu vois, on est des bons Européens, on suit les conseils de la chef de la diplomatie européenne, ce qui montre quand même la qualité très très faible des dirigeants qu'ils ont choisis. Hein, des petits problèmes, on ne sait pas quoi faire. Non, mais buvons et puis voilà, nous on est plutôt bien outils quand même. En France, on a des jolies choses à boire. Un ballon sauve un vigneron, à nos amis vignerons qui nous suivent. Attends. Excellent, excellent. Ça va fleurir derrière les fagots, les crus du Beaujolais, des valeurs sûres. Il y a de quoi faire. Voilà, puis comme on est le 22 janvier, c'est la journée de l'amitié franco-allemande. Tout le monde ne partage pas cette grande journée de festivité. Hein, puis certains sont un peu fatigués à la tête de veau de la veille, parce que c'était le 21 janvier. Bon. Alors on va discuter avec toi, François, de la continuation de ce chambardement du monde. En fait, on va arrêter de dire que ça s'accélère parce que c'est une accélération sur une accélération sur une accélération tous les 2 jours à peu près. Là, on a une séquence multiple. On a l'Iran, on a le Kurdistan qui est attaqué par les djihadistes inclusifs. Bon, c'est encore un autre sujet, mais ça se mêle à tout ça. Là, c'est la focale sur Davos, ce qui se passe au Groenland, qui était quand même le sujet un peu principal de Davos, à Davos, jusqu'à maintenant, et la réaction des Européens qui coulent à pic. Quoi. Voilà. Les répercussions dans l'Union européenne, parce que on est obligé d'aborder les choses par le prisme en prenant le grand angle, mais il faut voir en bout de course ce que ça donne au sein de l'Union européenne. C'est quand même ce qu'on fait depuis quelques émissions, quelques mois maintenant, de voir le délitement au fur et à mesure de l'Union européenne et aussi les stratégies qui se remettent en place différenciées en fonction des différents pays de l'Union européenne. Là, pour le coup, l'accélération que tu évoquais, on la voit aussi à l'œuvre au sein de l'Union européenne, donc c'est de ça dont on va parler. Voilà. Peut-être que Kaja Kallas aura des idées meilleures une fois qu'elle sera pas sobre. Non, parce que sobre, c'est pas terrible. Sobre, c'est dur. Voilà, peut-être qu'elle est plus drôle et plus efficace en ayant bu un coup. Alors on peut se demander si Donald Trump n'avait pas bu un coup hier lors de son intervention à Davos. C'était un peu du Trump. Hein. Ça allait un peu dans tous les sens. Ça part dans tous les On sens. sent qu'il décide d'accrocher des bouts d'idées qui lui passent par la tête. C'était un peu comme avec la conférence de presse après le kidnapping de Maduro. Ouais. On voit qu'il y a un script, on voit qu'il dit les choses qu'il y a à dire, mais au milieu, il met des bouts, ce qui fait que ça rallonge un peu. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est le visage des dirigeants européens qui étaient tétanisés. Ils savent pas quoi dire, ils savent pas comment réagir. Paralysant. Ouais. Puis il est venu avec énormément de ministres. La veille, Lutnick, ministre du Commerce, on a déjà mis les choses d'équerre. Beaucoup de chefs d'entreprise, donc vraiment, on occupe le terrain. Et venu d'ailleurs faire signer et mettre en place son Conseil de la paix à Davos et donc ratifier l'ouverture, la création de celui-ci à Davos devant le parterre de tous ces gens stupéfaits et avec une mise en scène où c'est la secrétaire de la Maison Blanche qui lui présente le document, où c'est lui qui signe et finalement tout le monde est spectateur de ça, hein, entre ceux qui se sont embarqués dans le radeau et puis ceux qui hésitent encore et ceux qui font mine de résister. Mais c'est quoi ce Conseil de la paix ? Moi, je crois que Trump a pris acte de l'incapacité des institutions internationales à fonctionner aujourd'hui, et soit il essaie de les réorienter pour les mettre complètement sous sa coupe et pour les faire fonctionner comme il le souhaite, soit il passe par pertes et profits. Enfin, sur la question de l'ONU,
c'est pas moi, c'est plutôt vous qui avez analysé ça, je crois, depuis plusieurs sommets des BRICS avec Pedro, notamment le sommet de Kazan, où vous aviez bien lu, je crois, que ce sommet marquait une rupture dans le sens où les BRICS disaient à ce moment-là, les BRICS qui étaient dans une démarche de dire, mais en fait, nous, on veut bien rentrer dans les institutions internationales telles qu'elles sont, on veut juste y être reconnu à notre juste place, voilà, et pouvoir exprimer notre sensibilité et prendre toute notre part dans la gestion des affaires du monde. Et qu'il n'y ait plus les logiques de sanctions occidentales unilatérales. Voilà. Bon, et après, ça impliquait un certain nombre d'évolutions c'est important parce que du jeu. C'est le maître des sanctions unilatérales. Bien sûr. Ouais. Et donc, le sommet de Kazan, il acte le fait que, à un moment donné, les pays des BRICS disent, bon ben, ça, finalement, nous, on dit que c'est ça qu'on veut depuis le temps. Vous n'apportez pas de réponse à nos demandes. Donc, on vous crache pas dessus. Par contre, laissez-nous avancer alors à notre propre rythme. Si on sait jamais, si demain vous vous réveillez, peut-être qu'on pourra revenir vers vous. Mais on va prendre notre envol. Et je crois que c'est ce qui a été confirmé aussi au sommet au Brésil. Bon, voilà, je crois un peu comment vont les choses. Et là, on a Trump qui acte ça. Il acte avec son Conseil de la paix le fait que l'Organisation des Nations Unies n'est plus le cadre efficace. Alors, je l'ai bien entendu dire ce 22 janvier que ce n'était pas une construction en opposition aux Nations Unies et que bien sûr, il travaillerait avec les Nations Unies. Mais enfin, chacun comprend bien, hein, c'est un peu comme le principe de la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est ce qui est supérieur à tout le reste dans son genre. Donc, il peut pas exister des souverainetés imbriquées. Bon, ben là, c'est un petit peu pareil sur cette gestion de l'ordre du monde. Il pourra pas y avoir côte à côte à la fois le Conseil de la paix de Trump et à la fois les Nations Unies. Et on voit bien aujourd'hui de quel côté est la dynamique. On verra quelle est la capacité de réponse des Nations Unies. Moi, je note que le secrétaire général des Nations Unies a été empêché par un gros rhume de se rendre à Davos. C'est ce qu'on nous a annoncé. Alors qu'il est allé aux 2 sommets des BRICS cette année. Oui. Moi, je trouve que c'est quand même pas forcément toujours une bonne stratégie de laisser la place libre hein, en général. Il a essayé de s'exprimer pendant la conférence de presse de Donald Trump pour rappeler l'importance des Nations Unies. Je suis pas sûr que les Nations Unies, dans l'état du rapport de force actuel, sortent vainqueurs de ce qui devrait être un bras de fer et qui, pour l'instant, n'en est même pas encore un, en fait. On vous invite à regarder, d'ailleurs, on a mis en vidéo l'intervention de Jeffrey Sachs lors du dernier Conseil de sécurité à l'ONU, qui est courte, hein, en écrit et en vidéo, sur nos sites de Fréquence Populaire. En gros, il dit que là, c'est la dernière cartouche. Est-ce que ça ressemble de plus en plus à la Société des Nations des années 30 que c'est quasiment... Alors, il y croit, puisque, bon, si lui, il y croit plus, ben, personne n'y croira. Mais que c'est quand même très clairement moribond. D'ailleurs, c'est intéressant à ce titre-là, ce qu'a dit le Premier ministre canadien, Carney, qui a été élu grâce à Donald Trump, en fait, parce qu'il vient du parti libéral de Trudeau, il aurait dû perdre les élections, mais les menaces étaient tellement grossières contre le Canada, et les attaques tellement dures contre le Canada, que finalement, non, il est sorti du chapeau. Donc on a déjà fait son pédigré à Harvard, Goldman Sachs, gouverneur de la Banque du Canada, d'Angleterre. C'est vraiment pas bolchevique. Hein. Mais il est allé en Chine. Il est allé en Chine passer des accords commerciaux en urgence avec la Chine, des accords sécuritaires. Il en passe beaucoup quand même. Hein. On ne sait pas, oui. Parce que autant on va en parler dans un instant, autant je trouve sa prise de position extrêmement forte sur le fond, autant ça reste McCartney, c'est-à-dire quelqu'un qui est aux prises avec un certain nombre de difficultés en politique intérieure, notamment de revendications populaires, indépendantistes dans son pays. C'est aussi quelqu'un qui, du point de vue de l'orientation jusqu'à maintenant géopolitique, était prêt à lâcher un peu la proie pour Londres, notamment dans ses relations avec la Chine, parce qu'il est quand même prêt à ouvrir un peu à tout vent le Canada à la Chine, en réaction à l'offensive américaine. Je trouve que cette forme qui était jusque-là la sienne
presque de campisme géopolitique peut être assez dangereuse. Donc c'est pour ça que je crois que ce que tu vas évoquer sur McCartney et son discours, je crois qu'il a dit des choses très fortes, et on peut d'autant plus les reprendre d'une certaine manière à notre compte, que, en tout cas, moi, pour ma part, je partage assez peu, finalement, non seulement son passé et son parcours politique, que tu viens de rappeler, qu'un certain nombre de choix qu'il fait aujourd'hui, hein, ou qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il y aura un tournant, en matière de politique internationale. Alors c'était plutôt pour justement, c'est plutôt pour le comparer à nos dirigeants européens, parce qu'effectivement, c'est un globaliste, c'est un atlantiste jusqu'au bout des ongles. C'est un homme du monde qui disparaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est là moins d'un lapin pris dans les feux des phares du monde qui change que les dirigeants européens. Alors effectivement, il a des réactions qui sont ce qu'il est. L'ouverture du Canada à la Chine, c'est peut-être pas la réaction la plus intelligente, mais on voit qu'il y a une réaction. Et puis il a un discours d'aveu qui est quand même assez sidérant. Donc c'est pas une surprise pour nous que le monde est basé sur les règles tel qu'il est défendu par l'Occident depuis 40 ans est une fiction, parce que ces règles n'existent même pas. C'est une fiction qui nous... C'est le terme qu'il emploie. Hein. C'est un terme très fort. Expliquer que ce qui a été vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était une fiction, et qu'aujourd'hui, il faut se confronter à la réalité. Voilà. Et c'est une fiction qui servait à, en gros, à imposer des choses à d'autres. Et cette imposition tombe maintenant sur des Occidentaux. Ben non, là, ça va plus. Bon, c'est un peu de mauvaise foi, mais néanmoins, il le dit. C'était une fiction, ça n'a jamais existé. C'était la loi du plus fort. C'était l'hégémonie. Et on doit basculer vers un monde multipolaire. En gros... Et ce qu'il dit justement, et qui est beaucoup plus fort que ce que disent les autres dirigeants, en tout cas un certain nombre d'autres dirigeants, c'est qu'il explique que il faut pas essayer de revenir à l'ancien monde. Voilà. Il dit que ça, c'est pas possible, c'est plus possible, et ce n'est plus souhaitable. Moi, je mets en regard l'attitude à la fois du président français, M. Macron, à Davos, et donc le lendemain, le discours du Premier ministre canadien. Que dit Macron d'une certaine manière? Il dit, il faut faire du rapport de force, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Très bien, on peut qu'être d'accord avec ça. Mais pour remettre les États-Unis d'une certaine manière dans le cadre. Voilà. Macron, il poursuit la chimère de ce désordre international dans lequel il y avait un alignement contraint et forcé derrière les États-Unis. Et il est toujours dans cette vision-là. Il veut revenir à ce qui a existé hier, avant-hier, à la veille de l'arrivée de Monsieur Trump. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que l'intervention de Macron a connu un succès phénoménal sur les réseaux sociaux. Et pour quelle raison? Parce qu'elle a explosé aux États-Unis, parce qu'elle a été portée par les comptes des démocrates. Voilà. Autrement dit, tous ceux qui sont encore figés, pour la plupart d'entre eux, dans une vision très néoconservatrice des relations internationales. Donc de ce côté-là, il y a la vision, l'angle qui a pu être pris par un Macron, et de l'autre côté, il y a le Premier ministre canadien qui dit ça, qui dit c'était une fiction qui visait à servir. Aujourd'hui, il y a une autre réalité, mais maintenant, cessons d'ergoter, il n'y aura pas de retour vers le passé, et de toute façon, ce retour vers le passé n'est pas souhaitable. Il faut bien comprendre que ces deux logiques, voilà, entre Macron d'un côté, McCartney de l'autre, c'est pas la même chose. Voilà. Non, c'est clairement pas la même chose, mais ils ont une petite différence quand même, c'est que McCartney est Premier ministre du Canada et Macron est président de la France. Donc, et la France est dans l'Union européenne, est en Europe, et à mon avis, ce qui panique considérablement les dirigeants européens, c'est que si les choses tournent mal avec le Groenland, qui est vraiment une occupation complète, l'annexion du Groenland par les États-Unis, c'est la fin de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est une catastrophe entre Européens, parce que l'OTAN, certes, ça protège contre des ennemis chimériques, ça permet de faire des guerres contre des ennemis qui n'existent pas en Yougoslavie, contre le terrorisme global, enfin qui existe, mais enfin bon, on fait pas de guerre contre le terrorisme, on fait de la guerre contre les terroristes. Et puis il y a l'ennemi russe qui est réactivé, mais l'OTAN, ça sert d'abord à éviter que les Européens se fassent la guerre. Et là, si le chef disparaît, ils se retrouvent tous pris dans leurs contradictions et en fait dans leur
très forts désaccords, y compris géopolitiques, entre certains pays de l'Union européenne, d'où je pense une des grandes paniques qui viennent là. Et c'est en ça que je C'est là que disais, Macron von der Leyen, Macron, Merz veulent maintenir l'OTAN, c'est clair. c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait deux logiques qui n'en font qu'une dans la manière de procéder de Donald Trump derrière les formes qui sont celles que tu rappelais pour ses conférences de presse. Pour le reste, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais il y a quand même un fil rouge, toujours. Celui de s'en prendre aux institutions internationales, je disais tout à l'heure, il y a deux façons de le faire. J'ai évoqué la première tout à l'heure avec l'ONU, où il vise clairement à mettre en place un cadre de substitution à l'ONU. Par contre, il y en a une autre, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, je ne crois pas que Trump veuille le passer par pertes et profits. On l'a vu au moment de la négociation justement sur les droits de douane et sur le Groenland qui a eu lieu à Davos. D'abord, il faut bien comprendre que Trump a fait du Trump. C'est quand même incroyable que, alors que nous en sommes maintenant à un an de son deuxième mandat, les différents dirigeants dans le monde continuent à sauter à la corde les uns après les autres en tombant dans tous les pièges que Trump leur propose. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand Trump annonce les sanctions contre certains pays européens, contre 8 pays, dont 6 pays de l'Union européenne, plus Norvège et Royaume-Uni. En réalité, déjà, il propose des sanctions avec un premier échelon le 1er février, théoriquement, et un deuxième échelon le 1er juin. Que fait Trump? Il fait très exactement ce qu'il fait depuis le début de son mandat sur chacune des sanctions, c'est qu'il dit on va mettre en place ces sanctions, mais à telle date et à telle date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici là, en réalité, il crée un cadre de négociation. Les annonces de Trump sont pas quelque chose où il faut d'un coup se précipiter, avoir peur de tout, commencer à courir comme un poulet sans tête. Il faut comprendre que c'est une entrée en négociation qu'il fait. Là, on a l'impression que les Européens à Davos étaient, on emploie le terme tout à l'heure, totalement tétanisés et se sont précipités sur cette question. Il faut avoir en tête un deuxième point là-dessus, c'est que les mesures de droit de douane que propose Trump visent un deuxième effet, et ça rejoint ce qu'on analyse ici sur l'Union européenne, c'est à créer la pagaille, la zizanie chez les Européens. Il ne propose pas des mesures pour l'ensemble de l'Union européenne, il propose des mesures, je l'ai dit, pour 8 pays, dont uniquement 6 pays de l'Union européenne. Ça veut dire très clairement que derrière, on a bien vu que c'était ces pays, mais l'Union européenne et von der Leyen elle-même qui essayaient de réagir, mais ça crée tout de suite un certain nombre de problèmes, parce que vont dire les autres pays, qui eux sont pas visés par les sanctions au sein de l'Union européenne? On sait que c'est très difficile de mettre en place des sanctions, vu le cadre de l'Union européenne, des sanctions spécifiques pour un pays, sans les mettre en place pour l'ensemble de l'Union européenne. Que vont dire, tu le dis, des pays comme la Pologne, que va dire l'Italie, par exemple, là-dessus, ou l'Espagne, qui va pas souhaiter être mêlée à cela. Que vont dire les pays qui sont les plus dépendants des États-Unis par leurs relations commerciales? Je pense à l'Irlande et à la Belgique. Et que vont dire aussi les pays associés à l'Union européenne, comme, on l'évoquait, la Norvège et le Royaume-Uni. Donc on voit bien que en faisant ça, il enfonce un coin entre les différents pays de l'Union européenne. Et pour revenir à ce qu'on était en train de dire, là, je replantais le cadre de cette discussion commerciale qu'il a lancée. Il a finalement décidé, le 21, de dire « Ah ben non, on arrête tout, je lève les sanctions qui devaient tomber au 1er février. » Mais les sanctions devaient toucher des pays européens. J'ai dit que c'était von der Leyen qui s'était saisie du sujet, on comprend pourquoi, puisque c'est elle qui a été faire reddition au mois d'août dernier, ou de juillet dernier, sur un golfe écossais avec l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais en fait, celui qui a négocié derrière, c'est Mark Rutte, c'est le secrétaire général de l'OTAN. On ne sait pas bien, au moment où nous enregistrons notre émission, le contenu. On ne connaît pas le contenu exact de ce préaccord qu'il y aurait là-dedans. Mais ce qu'on sait, c'est que la discussion elle a eu lieu, non pas avec von der Leyen pour l'Union européenne, non pas avec les dirigeants européens qui étaient ciblés, c'est-à-dire Merz, c'est-à-dire Macron, entre autres, c'est-à-dire Starmer aussi, elle a eu lieu avec Mark Rutte. Autrement dit, c'est l'OTAN qui reste l'outil
des Américains pour déployer sa stratégie, et pas simplement sa stratégie de défense, pour déployer aussi aujourd'hui ses stratégies commerciales et d'impérium vis-à-vis du Groenland, puisque je dis qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'accord, mais si on en croit le New York Times, il y a quand même des questions de souveraineté qui sont en jeu, puisqu'il se murmure que M. Trump aurait gagné le fait que des territoires du Groenland, qui seraient ceux autour de ces bases militaires, on ne sait pas, peut-être un petit peu élargies, etc., deviendraient, en tant que tels, des territoires américains, un peu comme sur le modèle des bases britanniques à Chypre, qui sont considérées comme des territoires britanniques. Sur le modèle des îles Vierges américaines qu'ils ont pris aux Danois en 1916-1917, on a fait un papier dans la fréquence populaire là-dessus, pour des raisons de sécurité, la même chose qui était invoquée, et qui sont donnés des territoires. Donc pas des États, mais bon, un statut juridique entre les deux, mais totalement américain. Voilà. Bon. Puis à quelle extension? Donc oui, ce qui ressortirait, et c'est ce qu'a dit Trump, il n'est pas très clair, que ça a été négocié, qu'une solution a été trouvée. D'ailleurs, je pense aussi au message de Mark Rutte, le SMS qu'a dévoilé Donald Trump, qui est une obséquiosité au-delà du possible, où il dit qu'il va utiliser sa présence médiatique et puis son poste de secrétaire général de l'OTAN pour trouver une solution qui conviendra à tout le monde sur le Groenland. Donc, on en viendra à quelque chose, une sorte d'extension en fait de la domination qui était déjà forte en fait des États-Unis sur le Groenland, avec l'accaparement de portions de territoire, pas l'ensemble du Groenland, mais de portions de territoire. Ce qui fait que ça permettrait... Un contour relativement flou, hein, d'après ce qu'on en comprend, et ce qui permet non seulement de maintenir l'implantation, mais ça, il l'avait. Voilà, il faut noter que Trump parle de quelque chose qui est maintenant permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite dans le temps, et il parle pour ses bases non seulement donc de la capacité de les exploiter comme il le souhaite, avec toute latitude et liberté de mouvement, mais effectivement, ça englobe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, potentiellement, l'extraction notamment, et la propriété de ce qui serait dans le sous-sol, dans ces différents micro-territoires qu'il aurait accaparés. Alors, on n'a pas la carte, hein, on ne sait pas de quoi on parle, mais moi je mettrais ma main au feu que ça concerne surtout une bande nord, le long de l'Arctique. Parce que si ça appartient définitivement aux Américains, les Américains peuvent jouer la présence arctique en disant que, par extension du plateau continental, ils ont le droit aux ressources qui vont bien plus loin, et donc se mettre en opposition aux Russes sur l'exploitation des ressources de l'Arctique. Bon, on verra ce qu'il y en a. En tout cas, ça reste quand même flou. Ça reste flou. Et ça permet, comme tu dis, peut-être aux Européens d'avaler la pilule et de se dire « Oh mon Dieu, l'OTAN n'a pas disparu, bon, on reste quand même... Non, mais ça permet de sortir, enfin, ça permet de donner l'illusion aux Européens qui sortent par le haut. Eux, ils vont revendiquer le fait qu'ils ont fait reculer Trump et qu'il n'y a pas eu de confrontation armée, qu'on n'a pas été se battre face aux États-Unis, au Groenland, comme si tout le monde imaginait qu'on allait faire la guerre au Groenland. Ah, Glucksmann a pensé ça. Glucksmann, il s'est dit il faut se battre. D'accord. Donc, ça va permettre de donner l'illusion à ceux qui le souhaitent, à ceux qui veulent rester dans le vieux monde comme Macron, qu'ils ont remporté la Manche. Trump, de son côté, pourra revendiquer qu'il a obtenu ce qu'il veut. Et ce que je dis, et qui à mon sens, est l'élément important, c'est qu'il réhabilite là-dedans l'OTAN comme l'outil de coercition, finalement, des pays européens. Donc ça se maintiendrait. Ça se maintiendrait. Oui, ça se maintiendrait. C'est manière, parce que la prise complète et totale du Groenland en poussant au moins en semblant de tirer sur les militaires européens, non, enfin bon, ça se maintient plus. Tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'aurait pas de sens. Les militaires, ils sont déjà tous repartis. Ça. En tout cas, les Allemands, ils sont repartis, les Danois sont repartis aussi. Ils ont été faire coucou, quoi. Ils ont été prendre une photo. Je crois qu'on déploie 200. On déploie 200, nous, là. Oui, enfin, on verra. Pour l'instant, pas encore. Au moyen de la neige, là-bas, ils peuvent s'entraîner. Voilà. Faire du ski de fond. Alors, je le disais, à Davos, il y a quand même... ça a été ouvert, entre autres, par von der Leyen, qui en a profité pour avancer le pion fédéral européen. Donc, elle a parlé de législation fédérale des grandes entreprises. Donc, un système juridique des entreprises qui passeraient par-dessus les États.
Oui, enfin, bon, pour les gens qui nous écoutent, rien de nouveau. Moi, c'est quelque chose que je vous ai expliqué dès la fin du printemps dernier, qui était au cœur du discours de Madame von der Leyen cet automne, en tout cas au mois de septembre, quand elle a fait son discours sur l'état de l'Union. C'est ce qu'on appelle le 28e régime. Pas le 28e État, parce que je vois beaucoup de bêtises qui sont dites dessus. C'est le 28e régime, et qui est effectivement un régime fiscal, notamment une harmonisation, mais qui est une harmonisation à la carte. C'est les entreprises qui décident si elles veulent ou non y souscrire. Bon, mais bien évidemment, elles voudront y souscrire puisque c'est aligné sur le moins 10 ans. Ça va être ça la logique, le moins 10 ans en termes de fiscalité, mais aussi le moins 10 ans en termes de droits pour les salariés et de droits du travail. Bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement là-dedans dans ce qu'elle dit, sauf que il y a toujours cette capacité à insister jusqu'à ce que les choses se fassent chez von der Leyen, qui profite de la faiblesse et de l'émiettement, parce que c'est quand même ça la toile de fond, n'oublions jamais, vous connaissez ma marotte sur la démocratie minoritaire, mais la France et les pays de l'Union européenne qui sont frappés de démocratie minoritaire, aujourd'hui sont affaiblis sur la scène nationale. Certains s'en amusent beaucoup et en jouent. On a vu que Trump le faisait vis-à-vis de Macron et de la France, mais von der Leyen profite aussi d'une certaine manière de l'émiettement des pays de l'Union européenne pour, elle, avancer ses vues. Donc, elle avance sur cette question du 28e régime. Elle avance d'autant plus que les indicateurs de l'Union européenne sont pas au beau fixe. Et que donc, il y a cette tentation, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, comme toujours, du coup de force, de la stratégie du choc, et de profiter de l'occasion qui lui est donnée par la confrontation avec les États-Unis pour elle essayer de pousser un petit peu plus son avantage. J'ai été repérer 2-3 petites choses. Déjà, sur l'histoire des droits de douane avec les États-Unis. Ces droits de douane formidables que Madame von der Leyen nous a permis de n'avoir qu'à 15% vis-à-vis des États-Unis. Ça représente quand même, c'est le chiffrage qui vient d'être donné, une baisse du produit intérieur brut de l'Union européenne de 0,7% jusqu'en 2027. 0,7% par an. Simplement, la hausse des taxes par Donald Trump. Donc déjà, ça, vous imaginez bien que ça ne va pas aider à créer une dynamique positive en termes d'économie dans un continent qui est déjà à l'arrêt. Mais on ne le dit jamais assez, le premier marché des produits européens, c'est les États-Unis. Donc toute taxe a un effet immédiat négatif. Sauf que dans le même temps, il y a le marché intérieur qui lui-même va de moins en moins bien, et en 2024, pour la première fois depuis 2016, il y a eu une baisse des échanges intra-européens, qui étaient à 23,5% en 2023, qui sont passés à 22% en 2024. Et tout ça est dit par la Commission, et elle dit, la Commission, ce qui est responsable de ça, c'est, écoutez-moi bien, parce qu'ils ont quand même pas de figure pour aller venir dire ça, eux, c'est le décrochage par rapport au prix de l'énergie. Le décrochage par rapport au prix de l'énergie, qu'on voit patent, notamment depuis 2022. Et tiens, j'en profite pour faire une incise là-dedans. On avait dit qu'il y avait une erreur fondamentale au sein de l'Union européenne qui était de se passer d'une dépendance à une autre, la dépendance au gaz et au pétrole, au gaz russe et au pétrole, mais surtout au gaz russe vers le gaz américain. On vient d'apprendre que plus de 50% des approvisionnements de gaz à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain 2030, de l'année 2030, pas la décennie 2030, 50% sera du gaz américain. Donc voilà le climat tel qu'il est au sein de l'Union européenne, qui est renforcé par aussi une atonie totale des salaires réels. J'écoutais Mario Draghi, celui qui a fait le fameux rapport sur les 800 milliards d'euros par an d'investissement qu'il faudrait à l'économie européenne pour essayer de rattraper son retard sur les États-Unis, qui disait en ce début du mois de janvier, en examinant les salaires réels, je vais le citer, Monsieur Draghi, il disait « Les politiques européennes ont toléré une faible croissance des salaires comme moyen d'accroître la compétitivité externe. Depuis 2008, la croissance annuelle moyenne des salaires réels au sein de l'Union européenne a été presque 4 fois moindre que celle aux États-Unis. » Voilà ce que dit Mario Draghi. Sur les salaires réels, 4 fois moindre
qu'aux États-Unis depuis 2008. Donc, bien sûr, la situation n'est pas florissante pour l'économie européenne. Et qu'a dit Madame von der Leyen à Davos? Elle a évoqué le 28e régime. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'elle avait dit dans son discours sur l'état de l'Union. Et ils se fatiguent pas quand même, hein, les scribes de la Commission européenne, les mecs, ils reprennent les mêmes éléments de langage, le même discours, discours sur l'état de l'Union, discours à Davos. Bon, bref, au moins, c'est plus facile à suivre pour nous. Toujours est-il que quelle est la proposition et la stratégie du choc de von der Leyen par rapport à ça? C'est elle dit, il faut donc, puisqu'il y a une atonie du marché intérieur aussi, il faut faire tomber les barrières intérieures, notamment sur le secteur industriel, mais aussi sur le secteur des services. Voilà ce qui est proposé par Madame von der Leyen, une pure stratégie du choc. C'est très bien dit. C'est la stratégie du choc. Naomi Klein. On voit la panique se matérialiser d'autres manières. C'est que on a Madame Meloni, qui est quand même très proche des Américains, et Monsieur Merz, lui aussi, puisqu'il vient de BlackRock, dire l'un à la suite de l'autre, il faudra falloir quand même parler avec les Russes. Bon, c'est un peu surprenant, parce que là, il y a à peine une semaine, ils étaient encore dans une logique de guerre totale et de totale rupture avec la Russie, donc je ne sais pas ce que ça signifie pour eux parler avec les Russes. Merz s'est dit, on peut quand même pas ne rien faire avec un voisin aussi important juste à nos portes. L'autre chose, c'est ces journées qui, pour la Commission européenne, préparent un plan de préférence européenne, industrielle, d'achat. À la bonne heure. C'est ça, j'ai l'impression que ça contrevient à peu près tous les traités de libre-échange et les traités européens qui ont été signés. Donc, mais en même temps, son ancien patron, enfin son patron de fait, Emmanuel Macron, lui, veut qu'il y ait plus d'investissements chinois. C'est un peu n'importe quoi, non? Il n'y a aucune concertation. Chacun dit ce qui lui passe par la tête et ça n'a pas l'air très, très coordonné, tout ça. Non, c'est pas très coordonné. Alors, le n'importe quoi, oui, chez ces journées, lui, on voit pas bien, on lui mais d'une manière générale, on voit pas bien quelle est la ligne stratégique suivie par la France. Chez les autres, il y a une certaine cohérence. Chez Madame Meloni, tu l'as dit, on les diagnostiquait depuis longtemps. Elle a donné des gages à l'Union européenne au début, dès son entrée et dès sa prise de fonction. Pourquoi? Parce que c'est elle qui recevait le plus d'aide de l'Union européenne et elle avait des gros paquets d'aides européennes en attente et donc elle était obligée de donner des gages. Elle avait un tropisme pro-ukrainien, mais en même temps, elle était très tournée vers Donald Trump et les États-Unis. Et sans surprise, Donald Trump demandant à ce qu'on reprenne langue avec Vladimir Poutine et la Russie, bah, Madame Meloni s'est alignée là-dessus. Je crois que l'exemple le plus intéressant pour comprendre les différentes options qui sont sur la table et qu'on a commencé à évoquer lors de notre précédente émission, à savoir les différentes options, c'est le fédéralisme d'un côté, c'est l'impérium technocratique, c'est la version von der Leyen-Macron, le chapeau sur les différents pays, et puis la souveraineté des différents pays et les choix que moi j'appelle apolaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir choisir et diversifier ses options en fonction des sujets, qui est le choix qui est le plus en train de monter, je trouve, au sein des pays de l'Union européenne. Bon, ben, sur le sujet que tu évoques, je trouve que le meilleur cas d'école, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est en train de mettre différents fers au feu. Tu as bien noté que l'Allemagne n'est pas la première à crier au loup avec Donald Trump. Elle prend toujours beaucoup de précautions. Elle avait pris des précautions quand il avait fait ses premières annonces sur le Danemark. Elle s'est bien gardée, et M. Merz s'est bien gardé d'aller faire un numéro de claquette comme M. Macron à Davos. Elle préserve ses intérêts avec les États-Unis. Je suis tombé sur une citation que ouais, j'étais passé à côté, qui remonte à il n'y a pas longtemps, c'était le 9 décembre dernier, donc tu vois, ça a à peine un mois, et on peut considérer globalement hein, qu'on est dans la même séquence politique. Hein. Oui. Les choses vont très vite, mais on est dans la même séquence politique globale. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais je te la cite, elle va te faire sourire un peu jaune, je pense. Monsieur Merz disait « L'Europe peut être l'un de ses partenaires, il disait aux Américains, mais si vous ne savez rien faire avec l'Europe, si vous ne parvenez à rien faire avec l'Europe, alors faites au moins avec l'Allemagne. » Voilà.
Voilà la logique allemande. Mais en disant ça, Ça tombe très bien pour la journée d'amitié franco-allemande. Enfin, quel talent. mais moi j'ai du mal à critiquer M. Ernst parce que je comprends en fait ce qu'il est en train de faire. Il préserve ses intérêts avec les États-Unis. Mais tu viens d'évoquer son revirement dans le même temps vis-à-vis de Vladimir Poutine et vis-à-vis de la Russie. Il s'est pas contenté de dire qu'il fallait reprendre langue avec Vladimir Poutine. Le 15 janvier, il a dit la Russie est un pays européen. C'est encore autre chose ça. Si la Russie est un pays européen, ça veut dire qu'il faut intégrer la Russie, pas dans l'Union européenne, hein, c'est pas ça qu'il dit, mais il faut intégrer la Russie dans la logique de nos relations et de nos échanges, notamment économiques, et notamment de matières premières, et notamment, bon bref, suivez mon regard et vers le robinet de gaz. Voilà ce que dit Merz. Mais je te fais remarquer que États-Unis, Russie, j'avais déjà parlé de la visite du vice-chancelier allemand, ministre des Finances en Chine au mois de novembre dernier, où le 17 novembre, il avait signé un engagement spécifique de coopération financière et économique avec la Chine. Et c'est lui-même qui l'avait dit, qu'il avait signé un accord avec les Chinois pour un approvisionnement fiable, c'était son terme, en terres rares. Voilà ce qu'il avait dit. Je fais noter et je fais remarquer que sur la Chine, on a eu un nouvel épisode il y a quelques jours sur le secteur de l'automobile. Tu sais que depuis 1 an, il y a des taxes qui avaient été mises et imposées à la Chine sur les véhicules électriques. Ah bah tiens, ça a duré 1 an et hop, ça a été retiré ces taxes. Et pourquoi ? Parce que les Allemands, Volkswagen notamment, a été investir dans une entreprise chinoise partenaire qui fait partie de son consortium. Ils ont mis beaucoup d'argent là-dedans. Et à la place de ces droits de douane, ils ont inventé, au sein de l'Union européenne, mais donc à la demande de l'Allemagne, hein, bien évidemment, qui tire les ficelles derrière, le fait qu'il n'y aurait plus de taxes douanières sur les véhicules électriques chinois, mais il y aurait un plancher, un prix plancher pour vendre les véhicules électriques au sein de l'Union européenne. Bon, bien évidemment, Volkswagen et les Allemands qui avaient anticipé, qui ont tout construit à cet effet, sont doublement gagnants, et plutôt que de faire payer la taxe aux Chinois et de rapporter 2 milliards d'euros à l'Union européenne, on va faire payer les consommateurs au final plutôt, et pour privilégier les intérêts des intérêts allemands. États-Unis, Russie, Chine, je continue, 4e point, l'Allemagne sert ses intérêts au sein de l'Union européenne. On va évoquer en moment ou un autre la question du Mercosur. Je vais y arriver après. Voilà, tu vois bien que sur le Mercosur, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 2 logiques qui s'affrontaient, une logique qui s'est avérée minoritaire, celle de M. Macron, et puis le camp porté par M. Merz et par les Allemands. Mais ils se sont pas contentés de gagner la partie. D'abord, ils ont gagné la partie puisque le Mercosur a finalement été signé le 17 janvier au Paraguay. Mais d'abord, ils ont fait beaucoup de saint soin. C'est Madame von der Leyen qui l'a fait. Hein. Vu comment ça s'est passé au sein de l'Union européenne, on aurait pu se dire, elle va faire profil bas, elle va faire preuve d'un petit peu d'humidité, elle va pas en rajouter sur la signature du Mercosur. Elle a sorti immédiatement une vidéo grandiloquente sur la signature de cet accord. C'était une façon de s'essuyer les pieds sur Monsieur Macron, et plus embêtant sur la France. Mais les Allemands se sont pas contentés de ça au sein du Mercosur. Ils ont agi et ils sont en train d'agir derrière sur la mise en place de manière provisoire du Mercosur au sein de l'Union européenne. Oui, parce que je voulais venir là-dessus, sur cette affaire de provisoire. Provisoire parce que il y a eu ce vote au Parlement européen à Strasbourg. On y était avec Pedro, on a été avec les manifestants, les agriculteurs. Il y a eu ce vote à Strasbourg, et juste, excuse-moi de t'interrompre une seconde. Pourquoi ? Parce que avant, les Allemands ont introduit un amendement qui n'y était pas pour l'entrée en vigueur provisoire du Mercosur. Donc c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils ont gagné une bataille de coulisses vis-à-vis de la France, et ils ont tordu le bras des Français là-dessus. En tout cas, ils ont essayé de tordre le bras des Français là-dessus. Donc c'est très important de le dire, parce que cette histoire de vote, parce qu'il y a un vote à Strasbourg, les agriculteurs, on était avec eux et ils étaient contents. Parce que la pression à Bruxelles, la pression à Strasbourg a marché. Je pense que quand même ça a fait
une partie des eurodéputés ont aussi des bases électorales quand même de leur parti et ont dû montrer qu'ils font quelque chose. Hein. Mais 334 à 324. 324. 10 voix, 10 d'écart. d'écart, c'est vraiment très peu. C'est peu, mais il n'y aura pas une mobilisation agricole, je pense que ça serait Mais pas justement, tout à fait. justement, c'est bien pour dire que le Parlement était pas non plus particulièrement fervent pour remettre en cause le déploiement rapide du Mercosur. Mais attention, ils n'ont pas voté sur le déploiement du Mercosur. Non, ils ont voté sur la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qui fait que l'application provisoire, elle dépend pas du Parlement. Non. Elle dépend même pas de la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne qui n'est pas suspensive en la matière. Elle continue à dépendre parce qu'on leur a filé cette compétence, parce que c'est quand même ça le fond de l'histoire. Elle dépend d'Ursula et de la Commission européenne. Et c'est elle parce qu'ils ont, comme tu dis, la compétence décidera. sur les négociations commerciales. Le vote du Parlement européen a eu lieu le 21 janvier. Il a eu lieu le 21 janvier vers midi à peu près. Et j'ai pas fait le décompte, mais je pense qu'il s'est pas passé 5 minutes avant que la Commission ne produise un communiqué pour dire qu'elle regrettait le vote du Parlement européen. Et il ne s'est pas passé 6 heures avant que le gouvernement allemand de M. Merz ne produise lui aussi un communiqué pour dire que non seulement il regrettait le vote du Parlement européen, mais pour dire aussi que malgré tout, il plaidait pour l'entrée en vigueur provisoire de l'accord et du Mercosur. Les deux Allemands principaux de l'Union européenne ont parlé. N'empêche, je trouvais que c'était un peu malin, parce que bon, ça fait une victoire symbolique pour les agriculteurs, ce qui fait que ça permet de les endormir aussi. Parce que bon, on a une victoire, on rentre, on boit un coup, on fête, ça rentre les tracteurs dans les exploitations, et puis il y a une sorte de carabistouille géante. Finalement, ça s'applique, puisque ça va s'appliquer. Oui. C'est la Commission européenne qui va décider. Elle va laisser retomber la pression. Hein. Ça va pas se faire. Elle va pas décider de l'appliquer le week-end prochain. Hein. Faut pas non plus, voilà. Mais J'étais Boulogne en cours, mais bon, voilà, on sait où ça va. Merz a parlé, von der Leyen a parlé, comme tu dis, immédiatement. Ils ont même pas. J'ai trouvé qu'ils auraient pu laisser passer une journée pour. Bon. Non. Tout de suite. Tout de suite. Ils ont dit il y aura du rapport de force et ça on va l'emporter. C'est nous qui avons les leviers. Ça va pas trop tarder pour l'application provisoire du Mercosur, donc il va s'appliquer de manière provisoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est sorti, je sais plus qui a fait ce tweet. Ceci met un arrêt aux négociations sur le traité de libre-échange avec les États-Unis. Donc c'est bien ça qu'il y avait donc une négociation sur elle continuait donc bien ces négociations qui étaient complètement sous le radar. Hein. C'est amusant de le mettre sur la place publique. Oui, donc en fait, il n'y a aucune victoire réelle au final du monde agricole européen. C'est les intérêts allemands et c'est la Commission européenne qui s'impose. C'est les Allemands qui s'imposent sur ce sujet-là comme sur d'autres. Mais je crois que d'un point de vue symbolique, j'ai rarement vu la France aussi maltraitée, aussi violentée par les institutions européennes elles-mêmes, et désormais quand même de plus en plus par l'Allemagne. Voilà. On sent que côté allemand, la volonté de reprendre la main au sein de l'Union européenne passe par le fait de s'affranchir clairement des Français et de prendre de moins en moins, de mettre de moins en moins les formes pour cela. Voilà. Ça monte. Ça a été le cas sur le Mercosur, ça a été le cas aussi sur un autre épisode quand même ces dernières semaines sur ce qui s'est passé sur les exportations et la capacité de la Commission européenne finalement à décider des exportations de matériel de défense et d'armement vers les pays hors Union européenne. C'est pas un détail parce que la France est le deuxième. Qu'est-ce que ça a fait? Ceux qui ont alerté sur là-dessus disent mais non, vous n'avez rien compris, vous ne comprenez rien du tout à ce qui s'est passé, ce n'est pas ça qui s'est passé, ce n'était qu'un amendement. Amendement fait par le rapporteur de la loi. Non, mais moi si tu veux, moi je peux t'en dire un mot de ce truc-là. C'est que je sais que tu l'as traité sur ce sujet-là. D'abord, il y a eu un
un premier point qui avait eu lieu quelques jours auparavant, c'est que l'Union européenne et la Commission avaient acté un paquet de 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Et sur ces 90 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, il y a 60 milliards qui étaient destinés à acheter du matériel militaire. Et dans ce qui est prévu, il n'y a pas de contrainte à acheter du matériel militaire européen. Et il y a notamment la porte ouverte à acheter du matériel militaire américain. Ça, c'était le premier point, le tour de chauffe. C'est la condition imposée par Donald. Le tour de chauffe, voilà, très clairement. Et donc, ce qu'il y a eu derrière, mais qui en réalité, là encore, c'est des choses... C'est facile d'une certaine manière de les suivre parce qu'on les voit arriver, nous, au sein de l'Union européenne, de mois en mois. Et quand ils ne peuvent pas y aller de front de manière brusque par la Commission et par von der Leyen, bah, ils trouvent des astuces pour faire passer tout ça. De quoi suis-je en train de parler sur cette question d'armement? On a eu au mois d'avril dernier une première révision du cadre de contrôle de la vente du matériel de défense et d'armement. Pour l'instant, tout ça est régi par une proposition commune de 2008. Et dans cette proposition commune de 2008, il est dit, je la lis, hein, parce que tu l'as dit, ça a fait un pataquès, donc il faut être précis pour que les gens puissent se faire leur propre opinion là-dessus. Il dit, en 2008, ce qui est le cadre encore actuel, ça dit, les États membres font en sorte que leur législation nationale leur permette de contrôler l'exportation de la technologie et des équipements figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. Cette liste sert de référence pour les listes nationales, mais ne les remplace pas directement. Donc, l'Union européenne crée un cadre, mais ça reste les États qui ont la main. Et en l'occurrence, l'Union européenne et la Commission européenne ne peuvent pas bloquer, à l'heure actuelle, tout ça. Première étape en avril 2025, il y a une révision de ce cadre de contrôle par le Conseil européen avec un amendement à cette position commune qui est en vigueur et que je viens d'expliciter pour un renforcement des convergences des politiques nationales et la mise en place d'un guide d'application par les autorités nationales. Mais je confirme, à ce stade-là encore, malgré ce qui s'est passé en avril 2025, la Commission ne peut pas avoir un droit de regard. Elle veut centraliser le droit de regard, mais elle ne peut pas avoir un pouvoir de décision derrière. Elle ne peut pas être décisionnaire de quoi que ce soit. Sauf que au mois de septembre est sorti ce qu'on a appelé dans le jargon européen l'omnibus défense. C'est un gros paquet qui vise les questions de défense. Ça a été proposé par la Commission donc en septembre 2025. Et quel est l'objectif? Très clairement, c'est de s'accaparer progressivement les prérogatives des États membres en matière de contrôle des exportations. On notera que la France s'y est opposée. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, von der Leyen, elle y va pas à la confrontation de face. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une stratégie habituelle au sein de l'Union européenne. Elle fait porter tout ça par le Parlement européen. Parce que l'amendement dont on est en train de parler, qui vise à changer le rapport de force, c'est pas un amendement qui est sorti de n'importe où. L'amendement, il a été proposé, il a été mis en avant par des rapporteurs au sein du Parlement européen. Et donc cet amendement qui est sorti le 22 décembre, si j'ai bonne mémoire, je te le lis pour qu'on mette en regard par rapport à ce que j'ai dit qui était la position jusqu'à maintenant. L'amendement dit: la situation en matière de sécurité exige d'établir de manière cohérente des procédures d'approbation et de certification réglementées au niveau de l'Union européenne pour les nouvelles installations de production et les licences d'exportation pour les produits de défense. Autrement dit, là, ça veut dire par contre que c'est l'Union européenne qui pourra in fine décider de ce qui se passe ou non. Alors voilà où nous en sommes. Tout ça derrière n'est pas encore adopté. C'est bien le souhait de la Commission européenne qui est porté par certains au sein du Parlement européen. Ceux qui doivent avoir la main, in fine, c'est une discussion qui commence au sein du Parlement européen, puis elle devra se poursuivre au sein du Conseil européen, puis après il y aura une navette entre les deux, et au final il y aura un trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen. Mais enfin, on voit bien quelle est la volonté qu'il y a là derrière. Personne ne peut dire qu'il ne se passe rien en la matière. On a bien vu monter au créneau, je l'ai vu monter les uns et les autres dire « Mais non, 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 vous vous emballez pour rien, ce n'est qu'une proposition comme ça, un amendement qui a été
proposé par deux personnes au hasard dans l'hémicycle. Moi, je viens de vous donner à voir la cohérence globale. Mais j'ai même trouvé très intéressant cette montée au créneau pour critiquer ceux qui mettaient la lumière sur cet amendement et sur tout ce que tu viens de décrire. Comme surtout en les critiquant en incompétence. Il y en a plein qui m'ont attaqué en incompétence complète. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, ce n'est pas du tout ça qui se passe. En fait, c'est comme si certains avaient peur qu'on regarde un peu dans le moteur. Mais on est dans le même phénomène que ce qu'on décrivait quand on parlait tout à l'heure du Groenland. Moi, par exemple, je t'ai dit ce que je pensais de l'intervention de Mark Rutte et de ce que ça signifiait sur le fait que l'OTAN va être maintenue comme cadre contraignant par les États-Unis. À l'inverse, je vois depuis l'annonce de Donald Trump qu'il y a un accord qui a été signé, sans doute pas encore, mais qui a été discuté et qui est suffisamment avancé pour qu'il retire ses droits de douane avec Mark Rutte, je vois plein de gens qui sont en train de dire « Oui, mais Mark Rutte, ce n'est rien, il n'a aucun mandat pour quoi que ce soit. » En fait, tous ces gens c'est pas simplement qu'ils sont naïfs, c'est qu'ils acceptent d'être naïfs sur ces sujets-là. Ça les rassure d'être naïfs. Voilà. Ils ont besoin d'être rassurés et leur naïveté est finalement le paravent, voilà, qui leur permet de se rassurer à moindre frais en la matière. Eh bien, ce que tu décris sur les réactions de certains au sein de l'Union européenne, soit il y a les réactions de ceux qui sont les porteurs en réalité de ce changement et qui servent dans ce cas-là les intérêts de certains, et notamment les intérêts allemands en l'occurrence, ou alors il y a les naïfs qui veulent pas se confronter à cette réalité. On est confronté aux deux aujourd'hui, c'est ça qui est difficile, et c'est en ça que le travail d'explicitation des enjeux et de ce qui se passe derrière est un travail pas si évident à faire et dont on tire peu finalement de mérite et de retombées parce que ça nous expose finalement aux attaques de tous. Et on le fait. Donc c'est pour ça oui, mais une fois, c'est la tâche. Non, mais oui, mais voilà, c'est pour ça qu'on vous regardez les analyses de François, c'est quand même remarquable et très très utile pour comprendre où on va. Bon, on est arrivé là. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur cette séquence? Parce que, comme tu dis, là, les accélérations, je pense qu'il faudrait qu'on se voit plus souvent, parce que ça va très très vite. Ce qu'on a à dire, peut-être pas grand-chose. Moi, j'aurais juste voulu vous dire un mot de deux sujets, mais qu'on développera peut-être plus tard, qui sont à mon avis des points importants qu'on a évoqués dans cet échange entre nous. Le premier, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure en quoi les États-Unis avaient une stratégie globale, et il faut bien comprendre que cette stratégie, elle est tournée vers la Chine. Voilà. Que, quels que soient leurs agissements aujourd'hui, il faut pas croire que c'est tourné vers nous, les Européens. Voilà. Nous, on est finalement les contre-coups de tout ça. On est les dommages collatéraux de l'affrontement global entre les États-Unis et la Chine. Si tu y regardes bien, qu'ont fait les Américains dans la dernière période, ils ont été chercher Maduro au Venezuela et essayer de mettre en place un pouvoir avec lequel ils peuvent s'entendre. Pourquoi ? Parce que, en ce faisant, ils créent un sacré problème d'approvisionnement à la Chine, notamment en termes de pétrole, mais aussi en termes de présence géopolitique en Amérique du Sud. Qu'ont-ils fait pour le Groenland ? Ils ont dit au début « Ah, mais c'est un rapport de force. » Et d'ailleurs, regardez, le Groenland, ça c'est la vision de la géographie de Trump, est à équidistance des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Bon, États-Unis et Russie, on peut le discuter. La Chine, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, depuis, Trump a essayé d'expliquer que le problème, c'était plutôt la Russie. Et tout le monde comprend bien qu'en fait, il dit plus la Chine, parce qu'en réalité, c'est ça qu'il essaie de gérer. Puis, on avait déjà évoqué toute la discussion sur les matières premières, les terres rares, tout ce qu'il pourra tirer comme bénéfice d'une implantation plus grande au Groenland. Il s'est passé un épisode extrêmement fort avec Taïwan, entre les États-Unis et Taïwan à la mi-janvier. Ça aussi s'est passé un petit peu sous les radars, mais il y a un accord commercial qui a été signé à nouveau par Donald Trump avec Taïwan. Il a abaissé Trump les droits de douane pour Taïwan qui étaient à 20%, il les a passés à 15%, en échange de quoi ? Comme pour l'accord von der Leyen-Trump de l'été dernier, Taïwan et les entreprises de semi-conducteurs de Taïwan vont devoir investir pour 250 milliards de dollars aux États-Unis
voilà, sur la chaîne de semi-conducteurs, plus 250 milliards à nouveau supplémentaires sur l'écosystème et la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Donc, ils doivent faire des investissements directs sur les semi-conducteurs, plus sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et sur tout ce qui gravite autour. Ce faisant, on en arrive à ce qu'on disait, Trump, il veut recréer finalement des chaînes de valeur chez lui pour recréer sa propre indépendance. Bon, si tu regardes bien, Venezuela, Groenland, nous on avait eu Nexperia, qui est Nexperia, l'entreprise de semi-conducteurs hollandaise avec le pataquès chinois, Taïwan, l'Iran. On n'aura pas le temps de l'aborder, mais l'Iran, c'est on va refaire une émission. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran. Tout ça crée quand même un faisceau où les interventions américaines, le gaz vient d'Iran, en deuxième rideau, ce qu'il y a derrière, c'est la Chine. Donc ça, il faut le comprendre. Il faut d'autant plus le comprendre que les chiffres qui arrivent de Chine nous donnent à voir que la Chine s'est retournée par rapport à ce qui se passe. La Chine a eu en 2025, c'est les chiffres qui viennent de tomber, un excédent commercial record. 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars d'excédent commercial en Chine. Ça veut dire qu'ils ont augmenté leurs exportations de 5,5%. Ils ont maintenu leurs importations stables. Mais dans le même temps, la politique avec les États-Unis, elle a eu des conséquences. Donc ils ont baissé les échanges avec les États-Unis de 18,7%, mais ils ont continué globalement, eux, à avoir une balance commerciale de plus en plus excédentaire. Ça veut dire qu'ils ont diversifié leur offre et que ils sont de moins en moins dépendants des États-Unis. J'ajoute un deuxième point sur la Chine qui méritera, mais je l'avais déjà entendu mentionner, je crois, sur Fréquence Populaire, qu'on s'y arrête. La Chine fait des stocks de matières premières. Et si la Chine fait des stocks de matières premières, l'histoire d'une manière générale nous invite à prendre garde aux pays qui font ça. C'est sans doute qu'il y a des ambitions, quelles qu'elles soient, qu'elles peuvent être militaires. Ça avait été le cas avec l'Allemagne qui stockait le charbon dans les années 30, ou même la Russie qui avait acheté beaucoup de céréales avant d'entrer en Ukraine. La Chine, ce qu'ils ont fait, ils ont un stock de 300 millions de tonnes de maïs, de 150 millions de tonnes de blé, de 100 millions de tonnes de fer. Ils ont stocké du riz, de quoi nourrir une population d'1,4 milliard de personnes pendant un an. Ils ont investi, on le sait, dans le nickel, et ils ont stocké plus de 100 000 tonnes de nickel. Ça représente 60% de la demande mondiale. Donc voilà, la Chine est toujours une puissance. On a tendance, je le dis parce qu'on a tendance à nous présenter la Chine aujourd'hui en phase de ralentissement, voire de retournement ou quoi que ce soit. Je pense pas que ça soit l'analyse des Américains, qui au contraire voient que la Chine est capable de retomber sur ses pieds d'une certaine manière, et c'est en ça qu'ils visent complètement leurs intérêts. Et toutes les initiatives de Trump, à mon avis, c'est pas chercher Charlie, c'est chercher où est la Chine là-dedans, et où elle se cache là derrière. Et c'est intéressant d'amener la focale sur ces stocks, parce que c'est une logique BRICS, qui est d'abord russe et chinoise, parce que depuis 2014, ils ont stocké énormément d'or. Les Chinois et Russes ont été les premiers à acheter de l'or. On l'a vu à quoi ça servait aux Russes, c'était pour faire du rouble une monnaie de réserve échangeable, indexée entre autres sur les ressources russes, mais aussi sur les stocks d'or. Les Chinois ont acheté énormément d'or. Depuis 10 ans maintenant, c'est les principaux acheteurs d'or. Et ils ont 3 ans de réserve. Alors c'était quasiment à une époque, c'est 3 ans de réserve de nourriture. Donc ils ont vraiment d'énormes réserves. Quand on fait des réserves, c'est qu'on se prépare à un choc, quel qu'il soit, qui peut pas venir. Mais au moins, on est prêt. Et c'est bien ce qui manque aux Européens, avec cette logique du flux tendu, du niveau des États jusqu'aux entreprises, fait qu'on n'a rien. Les stocks sont vides. On n'a rien. Aucune réserve de nourriture, ni de rien du tout. Si le robinet s'arrête, imaginons par exemple, bêtise, il arrive, l'Iran, ça tourne vraiment la mauvaise limonade, conflit généralisé, et les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, où passe 50% du pétrole mondial. Bon, ça va être très très compliqué, les chaînes de provisionnement, et ceux qui auront des stocks seront les rois du pétrole. C'est le cas de tout à fait. Et juste un dernier mot, parce que il faudra faire, t'as raison, d'autres émissions, mais juste pour qu'on ait le droit de suite par rapport aux amis là qui nous suivent régulièrement. Au mois de décembre, on avait fait une émission où je vous avais présenté les enjeux de l'élargissement de l'Union européenne et ce qui était dans les tiroirs.
Je vais juste en dire un mot et on y reviendra dans une autre émission. Ce qui se discute actuellement à Bruxelles, c'est une nouvelle procédure d'adhésion accélérée exprès pour l'Ukraine. Voilà ce qu'envisage la Commission européenne. Et cette procédure accélérée d'adhésion pour l'Ukraine, selon le Financial Times, elle figurerait même parmi les objectifs du plan de paix en 20 points piloté par les États-Unis. Ce que dit un diplomate européen qui est au fait de ces affaires, je le cite, il dit, c'est vraiment du jargon européiste, hein. Des temps extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. Nous ne sapons pas l'élargissement, nous élargissons le concept même de l'élargissement en proposant un élargissement à minima. L'idée, c'est quoi? C'est que l'Ukraine pourrait intégrer, donc maintenant très rapidement, l'Union européenne, mais avec des droits limités, c'est-à-dire sans droit de vote au départ au sein du Conseil européen ou au sein des conseils ministériels, mais avec un accès progressif au marché unique, aux subventions agricoles et aux fonds de développement, alors que jusqu'à maintenant, depuis 1993, quand tu adhères à l'Union européenne, tu prends tout de suite tout l'acquis communautaire. Voilà, t'es pas quelqu'un de seconde zone, t'es un pays membre de l'Union européenne à part entière. Voilà ce qui se trame. Je ne sais pas comment vont réagir le Monténégro et l'Albanie, dont je vous avais dit qu'ils étaient censés être les prochains sur la liste, hein. Le Monténégro était prévu pour intégrer l'Union européenne dès 2028. Je ne sais pas comment vont réagir les pays associés comme le Royaume-Uni ou la Norvège. Je comprends par contre la logique. Une fois encore, faire intégrer à l'Union européenne un nouveau pays sans réviser les traités, ce qui était pourtant ce qui avait été annoncé au départ. Et pourquoi sans réviser les traités? Parce que la révision des traités impose derrière qu'il y ait des validations au sein de chaque pays, de chaque État membre. Et ça serait confronté une fois de plus, l'Union européenne, aux logiques nationales, au suffrage populaire. Cette Union européenne qui n'a jamais, et on s'arrêtera peut-être là-dessus, mais qui n'a jamais été, je crois, autant en crise. On a essayé de montrer qu'il y avait des intérêts divergents entre les différents pays, des stratégies différentes entre les différents pays. On a aussi aujourd'hui des stratégies divergentes entre les différentes institutions de l'Union européenne. On a évoqué le Mercosur. Est-ce que Madame von der Leyen et la Commission vont faire un coup de force contre le Parlement européen qui s'est prononcé pour la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour suspendre l'application provisoire de ce traité? Et puis on a une exacerbation des tensions qui traversent les courants politiques, puisque les votes, par exemple, si on regarde ce vote sur le Mercosur pour la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, sont pas des votes qui se font par groupe, au sein du PPE, par exemple, de la droite européenne. Il y a aussi des votes nationaux et des logiques nationales qui viennent percuter tout cela, au point qu'il y a besoin d'une remise un petit peu au carré des uns et des autres. J'ai vu que le PPE, la droite, avait mis en place dans une réunion interne une nouvelle logique pour sanctionner certains de ses membres qui seraient tentés par le vote d'une motion de censure contre Madame von der Leyen. Autrement dit, les partis et les groupes sont eux-mêmes fracturés. Madame von der Leyen qui affrontera une 4e motion de censure en 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, suite à l'accord sur le Mercosur. Donc on voit finalement voilà, cette Union européenne qui est en train de sombrer, mais je crois qu'il faudra qu'on plonge un peu plus profond à la prochaine émission pour voir où on en est. Eh ben, le rendez-vous est donné pour la prochaine émission. François, merci beaucoup pour cette nouvelle émission de la lumière au bout du tunnel, avec la lampe du grand-père, le cheminot. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter. C'est important pour le référencement, mais aussi pour nous, pour organiser nos émissions. De partager évidemment cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Ça doit être intéressant. Donc partagez-la. Et vous avez toujours accès la possibilité d'accéder, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, au site de Fréquence Populaire, le portail numérique. Vous avez des analyses écrites, pop.media, c'est gratuit, il suffit de renseigner un email. Et après, ceux qui en ont la possibilité, vous pouvez nous faire un abonnement de soutien à partir de 2 € par mois sur le site, ou alors faire un don sur les pages Stripe et Tipeee, ce que vous préférez, que vous trouverez en dessous de ces vidéos.
Également, vous pouvez devenir sociétaire pour 150 €. Les dons, comme le fait de devenir sociétaire, eh bien, sont défiscalisés à 66% pour ceux qui sont imposables sur le revenu. Voilà, ce qui fait que eh ben, c'est une participation à 50 € et ça vous permettra, on reviendra bientôt vers tous les sociétaires, on attend d'engranger de nouveaux sociétaires, on reviendra vers vous eh bien, pour participer à eh bien, l'élaboration de la ligne éditoriale, la discussion sur ce que nous ferons de ce média à l'avenir. Merci à tous et rendez-vous pour le prochain numéro avec François Coq. Et la santé de la Kayaka, là, c'est pour une fois. de Kaya. Bravo Kaya. Allez, santé.